Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre la radio Futur Média. Il est midi. Voici les titres de ce journal. Macoumba Mbodj. Et à propos de la saisine des notaires sur les biens mal acquis par l'ancien régime, les autorités ont toutes les informations sur la question. C'est une assurance de Maguette Bopp qui est notaire et qui précise que l'État est informé à chaque fois de transactions supérieures à 10 millions de francs CFA. La plainte des familles de victimes des violences policières. Le collectif des avocats se réjouit des avancées du dossier. Les plaintes des familles ont été transmises à la division des investigations criminelles qui, à son tour, va entendre les mis en cause. Incertitude sur l'examen du CFEE à Fatick pour beaucoup d'élèves. La raison, ils sont nombreux ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance et dont les parents prennent d'assaut les audiences foraines du mardi. Université Cheikh Anta Diop, les étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines donnent un ultimatum aux autorités. Ils exigent l'ouverture des bâtiments en construction depuis 2007. Ils étaient tous en brassard rouge ce matin. Vous pourrez suivre la page sport avec Yoro Mangara, la page inter avec Sokhna Natambaye, la revue de presse de Yoro Mangara et puis point de vue consacré aux menaces du CUSEMS de reprendre le mouvement de grève. Ce journal vous est présenté par Macoumba Mbodj. La technique est assurée par Alioune Badara Ndiaye. Bienvenue à tous. La saisine des notaires par le procureur est à propos des immeubles mal acquis par les anciens dignitaires du régime de Wade. Selon un notaire, l'État du Sénégal a toutes les informations concernant les transactions immobilières à partir de 10 millions de francs CFA, ce qui signifie, selon Maître Maguette Bopp, que dans cette affaire, l'État du Sénégal a tout ce dont il a besoin pour poursuivre. Écoutons les explications de Maître Maguette Bopp, notaire. Elle est avec Daouda Diouf. Des transactions qui sont effectuées chez un notaire, il lui est tout à fait loisible de le saisir et de lui poser les questions qu'il souhaite lui poser. Le notaire travaillant sous le sceau du secteur professionnel ne peut pas divulguer les questions, en tout cas, sur lesquelles il est saisi et qui sont tout à fait intimes puisque touchant le patrimoine des individus. Donc ce n'est que l'État, l'État en lui-même qui peut le requérir sur ordre du procureur général pour qu'il puisse se dessaisir de ces informations. Aucun notaire ne peut remettre des questions concernant le travail qu'il effectue à un tiers quelconque. En fait, pour ce qui concerne les transactions immobilières, lorsqu'une transaction atteint 10 millions, il y a une autorisation que nous sollicitons auprès de l'administration. Donc déjà, rien qu'à partir de là, l'administration n'ignore pas le volume des transactions ni les personnes qui interviennent dans le cadre de ces transactions. Au cas où il n'y aurait pas de classement ou en tout cas une perte, ou il y aurait une perte de trace de ces documents, l'administration peut saisir les bureaux d'enregistrement pour obtenir les informations qui l'intéressent à ce sujet. Et en ce qui concerne la plainte des familles de victimes des bavures policières, le collectif des avocats a dit se réjouir de l'avancée des dossiers. Maître Hassan Diomandiaï nous apprend ainsi que le procureur a déjà transmis les plaintes à la division des investigations criminelles qui, à son tour, va entendre les différents mis en cause. Écoutons Maître Hassan Diomandiaï avec Daouda Diouf. Nous avons noté de réelles avancées par rapport aux plaintes que nous avons eu à déposer auprès de M. le procureur de la République. Et pour la majeure partie des plaintes, nous avons reçu accusés de réception et surtout que nos clients commencent à défiler au niveau de la DIC ou des commissariats pour être entendus pour la confirmation des plaintes. Donc je peux confirmer que nous notons une dynamique nouvelle au niveau de la justice qui consiste réellement à faire suite aux plaintes des victimes, surtout en ce qui concerne des actions, des plaintes qui semblent mettre en cause les forces de l'ordre sénégalaises. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Et dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'élèves risquent de ne pouvoir passer leur examen du CFEE, cela faute d'extrait de naissance. En effet, beaucoup de parents prennent maintenant d'assaut les audiences foraines qui se tiennent tous les mardis, et même des directeurs d'école situés dans le monde rural souhaitent que l'extrait de naissance soit exigé à l'inscription au cours d'initiation. Youssou Bodian.
Devant le tribunal départemental, une dizaine de personnes attendent, certaines assises à même le sol. Ces citoyens, pour la plupart, viennent du monde rural. Les jours d'audience enregistrent une grande affluence qui rend difficile le travail du tribunal départemental, selon son président Amadou Ndiaye Fall. À la veille des examens, surtout d'entrée en sixième, on est vraiment assailli par une grande affluence des populations qui viennent demander un extrait pour ses enfants. Donc, chaque mardi, on a des gens foraines, mais c'est des gens qui nous prennent pratiquement tout notre temps, Et chaque semaine, on monte pratiquement avec 100 ou 150 dossiers. Donc, c'est un gros volume de travail. Je pense que la solution, en tout cas, pour permettre à ces difficultés nécessaires, c'est de sensibiliser les populations pour qu'ils puissent faire la déclaration dans les bons moments. Chaque année, nombreux sont les élèves en classe de CM2 qui ne font pas leur examen faute d'extrait de naissance. Le président du collectif des directeurs d'école de Djaoulé, Ngorsignon, propose que l'extrait soit obligatoire à l'inscription au CI. Nous, c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de nos enfants qui n'ont pas encore d'extrait de naissance pour faire leur examen. Parce que les parents, ils attendent toujours le dernier moment pour vraiment s'activer autour de bulletins. Moi, je vous dis que cette année, je risque d'avoir des gosses qui ne feront pas d'examen. Vous savez, on nous demande d'inscrire les gosses sans extrait de naissance. Et si c'était une obligation au départ, peut-être le problème ne se poserait pas. Le tribunal départemental plaide pour une sensibilisation des parents, sages-femmes et ICP pour une déclaration de l'enfant dès la naissance. Youssouf Bodian Fatick, Radio Futur Média. Éducation toujours, ce sont les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui étaient en brassard ce matin. Ils donnent ainsi un ultimatum de 48 heures à l'État du Sénégal et si rien n'est fait, ces étudiants menacent de descendre dans la rue pour exiger l'ouverture de bâtiments en construction depuis 2007. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Les collectivités locales, à 12h07, revaloriser la fonction de chef de village. Cette préoccupation était au centre d'une rencontre entre le sous-préfet de Ndam et un collectif de chefs de village de Touba Mosquée. Cette rencontre était une initiative du conseil rural de Touba et beaucoup de questions ont été abordées qui assaillent Touba et les villages autour. Abdoulaye Fam. De nouvelles perspectives vont s'ouvrir bientôt pour les chefs de village de Touba. Ces derniers vont désormais jouir d'un nouveau statut qui leur permettra de jouer pleinement leur rôle à la base. Un retour définitif à l'orthodoxie républicaine, estime Modou Makefal, sous-préfet de Ndam. Nous voulons faire revenir, si vous voulez, le cadre républicain de l'administration. Ce caractère républicain-là, nous avons senti que l'administration a un peu perdu pendant des années. Nous voulons maintenant qu'on revienne à l'orthodoxie administrative, que l'autorité joue pleinement son rôle, mais que non seulement qu'on ne se concentre pas seulement sur les élus locaux, mais également les chefs de village qui sont les piliers de l'administration à la base, de l'unité administrative de base. Ces chefs de village-là sentent réellement et jouent réellement le rôle d'autorité administrative au niveau de la base. Modou Makefal rencontrait en effet le collectif des chefs de village de Touba Mosquée. C'était en marge de la journée d'imprégnation et de prise de contact initiée par le conseil rural de Touba. Nous avons jugé de rencontrer le collectif des chefs de village de la commune rurale de Touba Mosquée pour pouvoir dérouler notre programme de travail, à savoir notre feuille de route, leur dire de vive voix ce que nous comptons faire dans l'arrondissement par rapport aux communes rurales. Nous rappeler également les attributions du sous-préfet, les attributions du chef de village et également les différents programmes que nous voulons mener dans un premier temps, à savoir le recensement administratif de la population, l'informatisation de l'état civil que nous avons initié et également d'autres réunions d'information se tiendront pour donner de plus en plus d'informations sur la politique gouvernementale en matière agricole, en matière de gestion des inondations et tout ce que nous avons envie de faire. Donc c'est vraiment une réunion de prise de contact et d'imprégnation avec les chefs de village. Une belle initiative hautement appréciée par les chefs de village. Serigne Moustapha Moussa Mbaké, chef de village de Darou Minane, par ailleurs secrétaire général et porte-parole du collectif des chefs de village de Touba Mosquée. L'Institut de chefs de village existait depuis fort longtemps. Lorsqu'on a instauré la décentralisation avec la naissance des communautés rurales, des conseils ruraux, c'est là où se trouve la confusion. On ne savait pas qui est qui et qui doit faire ça. Comme le chef de village est à la base et au début de tout développement et toute émancipation, il faut le reconnaître, le protéger. Donc, si on parvient à réorganiser, revaloriser le statut du chef de village en tant que tel, on ne peut que s'en réjouir. Abdoulaye Fam, Touba Mbaké, RFM. Et à propos des collectivités locales, toujours à Ziguinchor, ce sont les populations de Mahmouda Diola, dans le département de Bignona, qui ne veulent plus prendre en charge l'agent communautaire en service depuis 2004 dans cette localité. Des populations qui ont profité des 72 heures de Mahmouda Diola pour demander aux autorités de prendre le relais. Autrement, ce sont des milliers de patients qui risquent d'en pâtir. Abdoulaye Sambou.
Avec 4475 consultations, 111 accouchements, 31 évacuations, le poste de santé de Mohamed Adjola dans l'arrondissement de Kataba 1 est l'un des plus fréquentés dans cette zone du Nord frontalière avec la Gambie. Mais hélas, l'agent communautaire de santé qui gère le poste depuis 2004 est entièrement pris en charge par les populations du reste très démunies. Aujourd'hui, face aux difficultés de tous ordres, ces populations peinent à assurer la prise en charge de cette ASC. Mamadou Kébé-Sambou est le président du comité de pilotage des 72 heures de Mohamed Adjola. Mais le problème majeur qui se pose à ce niveau, c'est sa prise en charge. Parce que c'est un responsable. C'est quelqu'un qui est avec sa famille. C'est quelqu'un qui est avec ses enfants. Donc, c'est le premier répondant quant au côté besoin dans la famille. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons éprouvé énormément de difficultés. Parce qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un comme ce monsieur-là et rester bras croisés sans rien faire. C'est pour cela, chaque fois, nous nous sommes réunis, nous avons cherché à mettre quelque chose entre ses mains pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc la mobilisation de ces fonds, on le fait avec énormément de difficultés. Ces populations demandent aux autorités de prendre le relais dans cette prise en charge, sinon ce sont des milliers de patients qui devront parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner au district sanitaire de Diouloulou, et cela sur des routes chaotiques. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. 12h et bientôt 12 minutes. L'UNACOIS a la possibilité d'importer du sucre pour couvrir le déficit de 60 000 tonnes. Le marché pour les uns se porte bien, mais pour les autres, des efforts sont à faire. Disponibles ou pas, les commerçants semblent se contredire. Mantouré. Un marché, Tilène, un produit, le sucre, et plusieurs versions. L'on s'y perd parfois même. Non. Il y en a du sucre. Le sucre en morceaux, c'est pas trop beaucoup, mais le peu en poudre, il y en a énormément. Le sucre en poudre? Oui. Le sucre en poudre? Oui, il y en a du sucre en poudre. Non, c'est vrai. L'UNACOIS peut importer du sucre. Ajoutez-y celui produit au Sénégal. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre et le prix fixé par l'État respecté. Et que non, les commerçants parlent maintenant de problèmes de monnaie. Actuellement, on le vend à 600 francs. Presque c'est pour arrondir la monnaie de 20 francs. C'est un peu les problèmes de monnaie. C'est un peu difficile à avoir de 20 francs. Et le sucre de l'UNACOIS, pour le moment, encore, pour le sucre importé n'est pas encore arrivé. Mais il n'y a que le sucre de Mimra qui est là, sur le marché. Mais ça nous a satisfait actuellement. Et celui qui achète plus de 600 francs, c'est son problème? C'est son problème. Actuellement, tout le monde peut vendre 600 francs. Si on se dit la vérité, parce que tous les grossistes ont diminué leur prix, nous les détaillants aussi, nous devons diminuer le prix. Un autre commerçant qui se plaint toujours. L'État a imposé sa loi. Presque prix bi nga ko doon jëndee avant ñu naan wàññi nga ñëw bëgg a wàññi xam nga kooku moom boo ko defee tamit doo ci génn. Pénurie ou non, les consommateurs s'y perdent. L'État pointé du doigt a maintenant permis à l'UNACOIS d'importer du sucre. Reste maintenant aux commerçants de créer d'autres prétextes. Nous reparlons d'éducation et précisément de l'université Cheikh Anta Diop où les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines étaient en brassard rouge ce matin. Ils ont donné un ultimatum de 48 heures à l'État du Sénégal et si rien n'est fait, ces étudiants menacent de descendre dans la rue pour l'ouverture de bâtiments en construction depuis 2007. Louise Sarr. Fatigués d'être dans de mauvaises conditions d'études, les étudiants de la faculté des lettres en brassard rouge ne peuvent plus attendre. Ils exigent l'ouverture de nouveaux locaux. Elhaj Mohamed Lamine Seydi, président de la dite amicale. Nous ne pouvons plus attendre, c'est pour cela aujourd'hui nous sommes sortis pour crier sur tous les toits afin que le bâtiment nous soit livré. Aujourd'hui la faculté des lettres et sciences humaines a besoin de ce bâtiment pour être dans de meilleures conditions d'études. Nous allons lancer un appel à l'État du Sénégal, au président de la République Macky Sall, qui nous pensons, s'il est au courant de ce qui se passe à la faculté des lettres et sciences humaines, il va aller dans ce sens de nous livrer, et même les étudiants, d'autant plus que depuis qu'il est président jusqu'à présent, il n'a pas inauguré sur le plan de l'éducation. Nous allons l'inviter dans les jours à venir. Ces étudiants donnent un ultimatum de 48 heures à l'État du Sénégal. Et si rien n'est fait d'ici là? Aujourd'hui, nous sommes
dans le cadre de la diplomatie, discuter avec les autorités étatiques, avec tout le monde. Mais si nous dépassons les 48 heures et que rien n'est fait, nous allons descendre. Si on nous invite de descendre dans la rue, nous allons descendre dans la rue. S'il faut prendre des bus et les caillasser, nous le ferons. Ces bâtiments dont ils réclament l'ouverture sont en construction depuis 2007. La livraison était prévue au mois de novembre dernier. En bref, Enda Pronat et plusieurs leaders paysans exigent des autorités nouvelles un audit du foncier rural et urbain. Les acteurs du développement se mobilisent pour mettre fin à l'accaparement des terres au détriment des ruraux. Et un forum sur les enjeux du foncier se tient aujourd'hui à Dakar, 12h15. RFM. L'actualité internationale. Natambaye, bonjour. Bonjour Makumba Mboti. Alors on commence par le Mali où il n'y aura peut-être pas de fusion entre Touaregs islamistes comme annoncé auparavant. De profonds désaccords Makumba seraient à l'origine de ce blocage, notamment l'application de la loi islamique. Le MNLA et Ansar Dine n'ont donc pas encore trouvé de consensus. Le récit de Daouda Diouf. 2 jours après cette annonce, le projet de fusion entre le Mouvement national de libération de l'Azawad et Ansar Dine reste bloqué, notamment sur l'application de la loi islamique. Selon Ibrahim Assaley, un des membres du MNLA, je cite, « Nous avons refusé d'approuver le communiqué final parce qu'il est différent du protocole d'accord signé samedi. » Fin de citation. Ce qui veut dire que les discussions ont échoué. Dans le communiqué écrit par Ansar Dine, on parle d'application de la charia pure et dure et aussi d'interdire le nord du Mali aux organisations humanitaires non musulmanes. Le MNLA refuse de tels accords et pense qu'avec cet accord, on voulait le dissoudre dans Ansar Dine, tout en jugeant que les exigences du groupe islamiste sont dignes d'une organisation religieuse. Du côté d'Ansar Dine, leur chef Iyad Ag Gali durcit le ton et déclare que c'est à prendre ou à laisser. D'ailleurs, il se rend aujourd'hui à Gao pour se pencher sur le dossier. Rappelons que samedi dernier, la rébellion Touareg et Ansar Dine, défenseurs de l'islam en arabe, ont signé un protocole d'accord sur leur fusion au sein d'un conseil transitoire de l'État islamique Azawad. Daouda Diouf, nous restons au Mali pour évoquer l'agression du président de la transition, John Kounda Traoré. Le gouvernement du Mali a annoncé dans un communiqué l'interpellation d'une 50aine de personnes dans le cadre de l'enquête. La Guinée-Bissau à présent, après les premiers éléments envoyés par la CEDEAO, d'autres sont attendus aujourd'hui. Ces forces vont regagner la capitale aujourd'hui donc et seront installées par la suite dans une zone située à 35 km de Bissau. La correspondance de Noa Monkali. Et puis, information de dernière heure concernant ce pays, la mission militaire angolaise va encore rester un moment à Bissau, même si son retrait avait été annoncé pour aujourd'hui. Selon un officier de la CEDEAO, c'est pour régler certains détails techniques. Et dans la journée, il y aura une rencontre à l'issue de laquelle va être redéfini un nouveau calendrier de retrait du contingent angolais. La présidentielle égyptienne, le quartier général d'Ahmed Shafir, a été attaqué. Cela s'est produit aujourd'hui, hier, Makumba plutôt, au soir au Caire, quelques heures après la confirmation des résultats du premier tour par la commission électorale. Le siège de l'équipe de campagne de Shafik a donc été totalement saccagé. Les assaillants ont même essayé de mettre le feu au rez-de-chaussée. 8 personnes auraient été arrêtées par la police à proximité du quartier général. Pour les partisans d'Ahmed Shafik, les islamistes sont derrière cette attaque. En tous les cas, cette attaque fait redouter d'autres tensions d'ici le second tour prévu les 16 et 17 juin entre le candidat des frères musulmans Mohamed Morsi et Ahmed Shafik, dernier premier ministre sous Hosni Moubarak. Et nous terminons avec cela. Le Britannique Guy Ryder a été élu à la tête du Bureau international du travail BIT. 30 des 56 membres titulaires du conseil d'administration de l'OIT ont voté pour ce syndicaliste âgé de 56 ans dont le mandat débutera officiellement en octobre prochain. Une page inter qui est présentée par Sorna Natambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Votre point de vue aujourd'hui est consacré aux menaces du CUSEMS, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, le CUSEMS, qui a menacé de reprendre le mouvement de grève si des négociations ne débutaient pas avec les autorités. Pour le moment, c'est la page sport. RFM Sport. La page sport avec Yoro Mangara. Bonjour Yoro. Bonjour Makouma Mbodj, bonjour à tous. L'équipe nationale du Sénégal s'entraîne cet après-midi au stade Senghor, c'est à 17h, galop ouvert au public. Les Lions préparent leur match du 2 juin prochain samedi face au Libéria. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette rencontre sera la première officielle de Joseph Koto. L'ancien coach de la Jeanne d'Arc de Dakar a signé sa première victoire avec les A en amical face aux Lions de l'Atlas vendredi passé, 1-0 à Marrakech. Restons avec l'équipe nationale du Sénégal pour parler d'un de ses pensionnaires, Ibrahima Touré, qui aura un nouvel entraîneur après le départ de Marco Simone. L'attaquant de l'AS Monaco va donc connaître l'Italien, un Italien qui remplace un autre Italien parce que c'est Claudio Ranieri qui a été choisi par les dirigeants de l'ASM. Les deux parties ont trouvé un accord, un bail de 3 ans attend l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan. France-Sénégal, disons déjà, 31 mai prochain, anniversaire de la belle victoire des Lions du Sénégal sur les champions du monde. Pape Thiaw, ancien attaquant du Sénégal, n'a rien oublié. Il y a 3 jours du match, Bruno Metsu avait élevé le ton pour rappeler l'importance de ce match pour eux et pour le peuple sénégalais. Pape Thiaw revient sur ces heures avant le coup d'envoi. RFM va revenir en long et en large sur cet exploit et le déclin qui s'en est suivi avec des interviews d'anciens joueurs et un débat le 31 mai sur la radio Futur Média à partir de 10h dans ce studio d'anciens Lions, d'anciens dirigeants et des journalistes qui avaient fait le déplacement en Corée et au Japon. La direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative à la ville de Dakar tient aujourd'hui et demain un programme de formation des dirigeants du mouvement associatif dakarois dans la gestion des projets. Cette formation se tient à la piscine olympique. On termine avec l'Euro 2012. Laurent Blanc, Rekal Gourcuff et Yangambiwa. Laurent Blanc a tranché ce matin. Les 23 bleus pour l'Euro ont été livrés aujourd'hui, Makouma Mbodj. Le passeport qui est présenté par Yoro Mangara. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Yoro Mangara. Bonjour Makouma Mbodj, bonjour à tous. Les révélations de l'ancien président de la République qui accuse Pape Diop d'usurpation d'identité ont fait réagir le président du Sénat. Cette réaction de Pape Diop, dont les colonnes de l'Observateur, Walfadjri, Walf Grand Place et Direct Info, l'Obs a même consacré sa une à la réplique de Pape Diop. Cette affirmation de Pape Diop est le titre du canard du groupe Futur Média. Oui, je m'appelle Moustapha Diop. Fin de citation. Pape Diop a expliqué dans l'Obs comment le Moustapha s'est-il transformé en pape. C'est à cause d'un jugement supplétif. Walfadjri de renchérir, Moustapha explique comment il est devenu Pape Diop. Il a affirmé être baptisé Moustapha et avoir acquis le nom de pape à l'âge de 10 ans, au moment d'aller à l'école par la magie d'un jugement supplétif. C'est ce qui fait dire à Direct Info que Pape Diop a répondu à Wad. Pape Diop promet de prouver que ce que Wad raconte n'est pas vrai, écrit Walf Grand Place. Encore Pape Diop à la une du journal Le Quotidien. Samuel Sarr réclame 1 milliard de francs CFA à Pape Diop. Samuel Sarr a décidé de porter plainte contre son ex-frère de parti pour escroquerie et abus de confiance portant sur l'acquisition d'un appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris. Christian Salvi
sera-t-il cueilli en France? En tout cas, Libération nous apprend que l'ancien directeur de Dakar Demdik est recherché. C'est consécutif au lancement d'un mandat d'amener suite au rapport d'audit sur Dakar Demdik et l'ouverture d'une information judiciaire. Le journal Enquête, lui, continue d'enquêter sur le Festival mondial des arts nègres. Enquête a pu prendre connaissance de documents qui prouvent de façon indubitable que 74 milliards de francs CFA sont inscrits dans les livres du ministère du Trésor, compte nos prix des participations de pays amis du Sénégal qui ont cotisé avant et même après l'événement culturel. 43 milliards de francs CFA ont pu être injectés dans l'événement grâce à des décrets directement pris par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Conclusion du journal Enquête, un vrai scandale financier. C'est pourquoi Abdoulaziz Tall, conseiller en management et membre du mouvement Yamalé, demande dans le populaire à Wade et à sa famille de se mettre à la disposition de la justice et celle-ci appréciera sans aucune ingérence externe les soupçons qui pèsent sur eux. Une leçon de Monseigneur Ernest Sambou aux hommes politiques: servir la cité et non se servir. Cette phrase barre d'ailleurs la une de Sud Quotidien, propos tenus lors du pèlerinage marial de Popenguine où l'Église a prêché l'unité, la paix et la solidarité, comme le souligne le quotidien national Le Soleil. Elle a même donné une solution pour la paix en Casamance, note le populaire. Le populaire Guigui, dont tous les journaux, Guigui au ciel, titre Walf Sport après sa victoire sur Ama Baldé, Guigui brise le rêve de Pikine, d'après Sunulamb. Stade lui parle de foot à sa première page avec cette révolution dans la tanière, les Olympiques qui bousculent les cadres. Et puis Macoumba Mbodj, cette blague dans l'Obs. Un fou passé dans une rue et entendu un pasteur qui délivrait un fidèle en ces termes: Satan, sort de ce corps, va-t'en, quitte cette demeure. À l'instant, le fou se dit: allons secourir Satan vite. Le fou entra dans l'église et se mit à crier: non, Satan ne sort pas, c'est un piège. Une maison coûte trop cher à Dakar. Moi, je dors dehors. Si tu es malin, mon frère, reste dans ce corps, sinon tu es perdu. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h27. Point de vue consacré au cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire qui menacent de reprendre le mouvement de grève. La raison, les négociations n'ont toujours pas repris d'après ces syndicats. Mamadou Mbodj est le coordonnateur du CUSEMS, nous l'écoutons. Nous avons rencontré le gouvernement le mois dernier. Le ministre de la fonction publique a dit à haute et intelligible voix sur tous les toits que le gouvernement s'engageait à ouvrir les négociations le 28 et 29, il avait dit. À la date du 28, le CUSEMS n'a reçu aucune convocation à assister pour assister à des négociations. Donc, c'est un constat que nous faisons et pour le dénoncer, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement dise qu'il veut sauver l'année scolaire, s'engage à ouvrir des négociations avec des organisations responsables et ne respecte pas ses engagements. Cela est intolérable, cela est inadmissible et cela implique évidemment de notre part une très grande déception par rapport à ce gouvernement-là, qui sera tenu pour responsable de tout ce qui viendra. Parce que de toutes les manières, nous constatons également que dans toutes les décisions qui sont prises jusqu'à présent par ce gouvernement, le point de vue du CUSEMS n'a pas été pris en compte. Et donc, il y a une gestion solitaire qui ignore en tout cas le point de vue du CUSEMS, une gestion qui relève du dilatoire et qui est totalement inacceptable. Le ministre de l'Éducation apporte des précisions. Ibrahima Sall signale en effet qu'aucune date n'a été fixée pour les négociations, même si les discussions sont envisagées très bientôt. Ibrahima Sall. Nous avions entamé des négociations dans un premier temps. La date du 28, ce n'était pas une date officielle, ce n'était pas une date retenue par courrier ou d'un commun accord. Néanmoins, nous avons tenu avec le ministère de la fonction publique à discuter sur des plateformes de négociation. Nous l'avons commencé. Nous continuons. Nous n'agissons pas par rapport à l'opinion d'un syndicat ou d'un autre. Nous avons donné notre parole, nous allons la tenir. Le président Macky Sall a déjà donné instruction de manière officielle à ce que le gouvernement ouvre les négociations, mais les négociations ne faut pas s'ouvrir comme ça de manière informelle. Nous avons, avec le ministère de la fonction publique, commencé à mettre en place une commission
commission de préparation de négociation qui travaille sur des plateformes de négociation. Donc nous attendons sereinement que ces plateformes nous soient remises au niveau de nos services respectifs pour qu'on les analyse, pour qu'on puisse avancer de manière plus rapide. Nous le faisons parce que nous pensons que nous voulons gagner du temps. Si nous commençons des négociations sans déblayer le terrain, sans avoir des plateformes de négociation, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi nous travaillons dans ce sens-là. Nous attendons que nos services nous remettent les plateformes. Nous l'avions dit de manière officielle la semaine dernière. Si nous continuons sur cette démarche, de toute façon, nous l'avons promis et nous le ferons, mais sereinement et de manière responsable. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Notre premier intervenant est M. Abdoulaye Diatta, le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation. M. Diatta, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le CUSEMS qui menace d'atterrer la hache de guerre, cela vous surprend un peu ou pas? Allô, oui, vous dites? Le CUSEMS, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire qui envisage de reprendre le mouvement de grève, et si les négociations ne sont pas ouvertes, c'est une position qui est surprenante pour vous? Oui, merci beaucoup. En fait, non seulement elle est surprenante, mais je pense que l'heure est suffisamment grave pour qu'on puisse encore poser sur la table des Sénégalais des menaces de grève, alors que je pense que nous en avons souffert pendant 5 mois au moins. Aujourd'hui que tous les morceaux sont pratiquement en train d'être recollés et que nous nous acheminons vers les examens, nous acheminons vers la fin des programmes, etc. et tout, dans des conditions qui ne sont pas peut-être les plus simples. Je pense qu'il n'est pas bienvenu en tout cas de encore continuer à stresser les Sénégalais, à les menacer de perturbations scolaires. Le gouvernement a pris toutes les dispositions et dans une démarche très sereine pour trouver des voies et moyens pour régler les problèmes. Je pense que ça a été dit plusieurs fois et le ministre de l'Éducation l'a dit, il l'a rappelé. Ils sont en train de mettre en place une plateforme, une stratégie pour discuter et trouver des solutions sur l'ensemble des plateformes. Je me dis, bon, moi je suis vraiment désolé d'entendre dire aujourd'hui encore qu'il est possible d'aller faire une grève, ne serait-ce qu'une minute. Je pense que ce ne serait pas juste. Le sursaut patriotique doit appeler les uns et les autres à plus de raisons pour qu'on traverse et pour qu'on n'entende plus jamais l'école en otage entre les mains des syndicalistes. Je pense que cela n'est pas en tout cas une préoccupation qui devrait traverser la tête des patriotes et particulièrement des enseignants dont je fais partie effectivement. Donc, moi j'en appelle véritablement au sens de la responsabilité et que l'on fasse confiance au gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour trouver les solutions, pour discuter avec les syndicats. Mais il faut bien que tous les cadres, tous les dispositifs soient mis en cohérence, mis en branle, et pour qu'on puisse trouver des solutions. Pensez aujourd'hui que les gens sont dilatoires, je pense que on n'est pas à Mais M. Diatta, comment comprendre cet extrémisme quelque part des enseignants quand on suppose, vous êtes enseignant aussi, quand on suppose que les enseignants... Allô. Oui, mais comment comprendre... Là, vous m'entendez, allô, M. Diatta? Oui. Vous m'entendez? Alors, comment comprendre cet extrémisme des enseignants quand on suppose que vous êtes enseignant également, vous exercez une sorte de sacerdoce? Bien sûr. Comment comprendre ça alors? Je dis l'heure n'est pas à ça. J'ai bien dit que l'heure n'est pas à ça. Et l'heure ne devrait jamais être meilleure à ça. Je ne vois pas quel est aujourd'hui l'intérêt d'une personne ou d'une corporation qui devrait pouvoir peser lourdement sur la balance de l'éducation de nos enfants. On ne peut pas mettre sur une balance l'éducation et la formation des enfants de ce pays devant des revendications, quelque légitimes qu'elles puissent être. Je pense qu'il va falloir qu'aujourd'hui qu'on revienne à des positions beaucoup plus responsables. Ce pays ne regorge pas d'or, de diamants et de pétrole. Nous avons des ressources extrêmement limitées et c'est dans ces ressources limitées que nous devons tout faire pour former nos enfants. Et c'est pour cela que j'ai dit, j'en appelle au sens de la responsabilité. Et les dégâts ont été déjà suffisamment nombreux. Quand j'ai entendu aujourd'hui cette sortie au niveau de la radio, j'étais complètement ulcéré et je pense que cela ne redore pas en tout cas le blason des enseignants de poser encore sur la table des revendications ou bien juste dire on ne nous a pas appelé en négociation le 28 et d'ailleurs tout le monde sait que le 28 était un jour férié. Ça me pose problème.
Le 28, nous savons tous qu'au Sénégal, il y a une bonne partie de nos concitoyens qui étaient à Pékin. Je me pose la question, est-ce que véritablement cela a été retenu? Et je ne pense pas que cela puisse être un élément déclencheur encore d'une perturbation de l'espace scolaire où nous prions tous les jours pour que le calme, la sérénité reviennent, pour que nos enfants soient éduqués, formés correctement. Ça, c'est véritablement un appel que je lance à mes amis enseignants pour que véritablement, et particulièrement les responsables syndicaux, pour qu'on revienne. En fait, les responsables syndicaux, il y a un seul syndicat aujourd'hui. Il y en a un seul. Le Sénégal fait au moins 50 syndicats d'enseignants. Et dans les revendications, vous entendez en général un seul syndicat. Et cela est aujourd'hui déplorable. Et je me dis, les enseignants peut-être ne vont pas encore suivre ces menaces qui n'ont pas leur place dans la société en construction. Très bien. Nous remercions M. Abdoulaye Diatta, qui est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation. Et notre intervenant, un autre qui s'appelle Jim Momar Cissé, chargé de communication de l'association des parents d'élèves et des étudiants. Monsieur Jim Momar Cissé, bonjour. Monsieur Jim Momar Cissé. En tout cas, il y a une sacrée ambiance autour de Monsieur Jim Momar Cissé. En tout cas, on essaiera de retrouver notre intervenant, si possible, Monsieur Cissé. Voilà, il y a un autre intervenant qui est Monsieur Cheikh Mbow de la COSIDEP. Monsieur Mbow, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le CUSEMS qui menace de reprendre le mouvement de grève, comment vous, qui êtes de la COSIDEP, vous luttez souvent pour sauver l'année et pour sauver les meubles quelque part, et comment vous prenez cette sortie-là? Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, je n'ai pas suivi directement ce communiqué du CUSEMS. J'en ai entendu parler. Je peux vous en donner la quintessence si vous voulez. Je suis présentement sur la Semaine nationale de l'éducation de base à Kaffrine. La quintessence, c'est quoi? C'est le CUSEMS tient le gouvernement pour responsable de tout ce qui pourra advenir si les négociations ne reprennent pas très vite. Et déjà, le CUSEMS a estimé que le 28 était une date retenue pour les négociations. Ils n'ont rien vu. Alors, ils n'excluent pas de déterrer la hache de guerre. Alors, nous, ce qu'on voudrait dire en tant que coalition COSIDEP, c'est que c'est vrai que tout le monde a suivi que nous nous sommes investis pour l'apaisement du climat social, simplement parce que nous étions persuadés qu'une année blanche serait vraiment la catastrophe pour notre pays. Et de ce point de vue, des acquis ont été obtenus. Ces acquis, c'est déjà la suspension des mots d'ordre de grève par toutes les organisations d'enseignants, mais aussi le retour des élèves à leur classe. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas encore que les élèves et leurs parents qui redeviennent stressés. Nous n'avons pas besoin de revivre encore ce stress-là qui nous avait hanté pendant plusieurs mois. Il est important que face à ces acquis, que l'on puisse les préserver. C'est important que l'on puisse préserver les acquis. Le contexte est propice. Le contexte est approprié. Nous sommes dans une situation telle que il suffit qu'il y ait effectivement des efforts de part et d'autre pour que l'on puisse dépasser cette situation. Qu'est-ce que nous pensons concrètement? Nous considérons que le gouvernement, les nouvelles autorités qui, c'est vrai, nous avions à un moment indexé, demandé en tout cas aux organisations d'enseignants de suspendre compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas l'entière maîtrise, une bonne maîtrise en tout cas de la situation scolaire. Donc des dossiers. Aujourd'hui, ce prétexte ne peut plus être brandi. Il est important qu'il y ait des négociations qui soient effectivement ouvertes. Il est important que des accords qui avaient fait l'objet, en tout cas des accords qui avaient été signés, fut-il avec l'ancien gouvernement, que ces accords-là soient respectés. Ça, c'est préalable. Un accord, il faut le respecter. Nous pensons qu'il faut aller dans le sens effectivement de mettre en application ces accords-là. Mais pour ce qui est des nouvelles revendications, il est important qu'on puisse s'engager, que les autorités avec les syndicats d'enseignants puissent s'engager vers des négociations, vers en tout cas des concertations, qu'ils engagent ça. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir aujourd'hui, tout de suite et maintenant, mais au moins que la population sénégalaise puisse effectivement considérer et constater que effectivement les concertations ont débuté. Ça, nous pensons que si nous ne le faisons pas, cela poserait problème. Nous n'accepterons pas, nous pensons aussi que les nouvelles autorités ne devraient même pas accepter d'être relancées par les syndicats. Parce que tout le monde s'était investi pour avoir ce climat apaisé. Il faut qu'il y ait des concertations qui soient véritablement engagées. Nous faisons aujourd'hui face à un calendrier réaménagé. Ce calendrier est déjà fragile. Tout le monde sait que c'est vraiment du colmatage. C'est ça qui nous a amené à avoir ce calendrier-là. Il ne faudrait pas que ce calendrier déjà fragile puisse subir encore
d'autres agressions. Et voilà ce qui fait que nous en appelons aujourd'hui. C'est vrai qu'il fut des moments où nous adressions notre discours aux syndicats d'enseignants. Mais aujourd'hui, nous pensons que les nouvelles autorités devraient concrètement, par des actes concrets, appeler les syndicats d'enseignants et discuter avec eux. Donc aller dans le sens d'appliquer les accords qui avaient été déjà signés, mais aussi commencer à lancer, à entamer les concertations. Et ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tantôt, que ces concertations vont aujourd'hui, en tout cas, aboutir tout de suite et maintenant, mais il faudrait au moins les engager. Nous pensons aussi que le Sénégal dispose vraiment de suffisamment de ressources pour répondre à ces demandes-là. Ressources, je pense aux ressources humaines. Nous avons des ressources humaines de qualité. Il suffit qu'on engage les discussions, les concertations, que les gens puissent discuter autour d'une table, et pour qu'effectivement des solutions soient trouvées. Autrement, ce serait vraiment dommage que tous ces acquis qui avaient fait l'objet de beaucoup de sacrifices de la part de plusieurs acteurs, y compris de la COSYDEP, que ces acquis-là ne soient pas préservés et que l'on revive encore d'autres stress. Et nous en appelons aussi aux syndicats d'enseignants peut-être qu'ils fassent comme le SAES a décidé. Le SAES, nous l'avons suivi, qui nous dit aujourd'hui, eux, ils vont travailler à ce que cette année-ci ne soit pas blanche au niveau de l'université, qu'ils vont continuer effectivement les cours, mais qu'ils prennent acte de la situation et qu'ils considèrent qu'effectivement le gouvernement va les appeler, certainement durant les vacances, pour pouvoir prolonger les débats. Mais sur cette situation ponctuelle qui est en tout cas la nécessité de sauvegarder et de protéger le calendrier réménagé, nous pensons qu'il est temps effectivement que les nouvelles autorités puissent appeler les syndicats et qu'ils puissent discuter. Maintenant, nous ne cesserons jamais de dire qu'il faudrait, au-delà de devoir sauver cette année présente, il faudrait travailler de manière très résolue sur, en tout cas, un plan qui puisse nous permettre de sauver l'école sénégalaise de manière plus globale. Monsieur Mbao, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec les enseignants et de leur faire savoir que beaucoup considèrent que leur attitude est extrémiste? Oui, vous savez, nous sommes, les syndicats déjà sont membres de la COSYDEP. Nous discutons largement avec les syndicats, nous discutons avec les parents d'élèves, nous discutons avec les élèves, nous discutons avec l'État, nous discutons avec tous les acteurs. Nous sommes persuadés que, oui, l'éducation est de la responsabilité de l'État, mais que cela exige effectivement des contributions de tout un chacun. L'école doit être l'affaire de tous. C'est de ce point de vue-là que nous continuons effectivement à maintenir le lien, à discuter. Récemment, nous avons reçu effectivement une correspondance venant des syndicats qui aujourd'hui nous rappellent qu'ils ont déjà suffisamment observé une trêve et qu'il était important qu'ils sentent effectivement un pas de la part des nouvelles autorités. Donc ça, nous l'avons reçu. Nous avons organisé récemment une rencontre pour un peu apprécier ce qui a été fait durant cette période de crise et pour nous dire, et pour en tout cas trouver des solutions, proposer les réponses urgentes à apporter à certaines questions ponctuelles, mais aussi réfléchir sur les perspectives. Oui, il est important aujourd'hui, nous le pensons très fortement, qu'après ces efforts qui ont été faits par les syndicats, oui, de manière très tardive. Très bien. Bien, monsieur Mbao, Monsieur Cheikh Mbao de la COSYDEP que nous remercions. Je rappelle que Point de vue est consacré aujourd'hui à la nouvelle menace du cadre unitaire des syndicats d'enseignement moyen secondaire de reprendre le mouvement de grève, faute d'ouverture des négociations avec le gouvernement. 12h42 parlez français dans un instant. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. C'est avec Mantouré. Mantouré dans un instant pour parler français. Waston Bentube alors. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Parlez français. Professeur du jour. Pape Mondignan, je suis enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines. Je m'occupe de littérature française et plus spécialement du 19e siècle et particulièrement de Flaubert et de Maupassant. Cours du jour. Il y a un mot dont l'examen me plaît particulièrement puisque son examen me permet de régler un problème avec mes étudiants. Allez-y, professeur. Il est d'usage d'entendre de nos jours les Sénégalais, parce qu'ils sont nombreux à s'inscrire en master, dire « je suis inscrit en master » et certains même poussent le raffinement, le prétendu raffinement, parce qu'il s'agit pas d'un raffinement, jusqu'à dire « je suis en master ». Or, il y a une prononciation adéquate pour ce mot-là. Quelle est la prononciation adéquate? Master, qui est un nom masculin datant de 1986 et qui est un mot anglais et qui signifie maîtrise. Alors, ce master-là
qu'on prononce le plus souvent master, c'est le grade universitaire entre la licence et le doctorat, sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat, diplôme national qui confère ce grade. Et je rappelle que le master se substitue à la maîtrise, suivi du DEA, master de recherche, ou DES, master professionnel. Vraiment, je crois que cette émission-là est une opportunité pour sensibiliser les Sénégalais sur l'urgence qu'il y a à prononcer correctement le master. Donc, retenons bien, c'est je suis inscrite en master et non je suis inscrite en master. RFM Midi. RFM Midi. 12h45 bientôt. On rappelle les titres. Saisine des notaires à propos de biens mal acquis par l'ancien régime. Les autorités ont toutes les informations sur la question. Une assurance de Maguette Bop qui est notaire et qui précise que l'État est informé à chaque fois de transactions supérieures à 10 millions de francs CFA. Plainte des familles de victimes de violences policières. Le collectif des avocats s'est réjoui des avancées du dossier. Les plaintes des familles ont été transmises à la division des investigations criminelles qui va entendre les différentes parties. Incertitude sur l'examen du CFE pour beaucoup d'élèves à Fatick. La raison, ils sont nombreux ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance et dont les parents prennent d'assaut les audiences foraines tous les mardis. Université Cheikh Anta Diop, les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines donnent un ultimatum aux autorités. Ils exigent l'ouverture de bâtiments en construction depuis 2007. Ils étaient en brassard rouge ce matin. Fin de ce journal qui vous a été présenté par Makoumba Mboy. La technique est assurée par Alioune Badara Ndiaye. Vous retrouvez El Hadj Assane Gueye à 13h pour un journal en Wolof. Tout de suite, Jalgati Xibaar. Bonne journée. mbokk yi newoon fawoon lawoon Orange dikkati na ngir sakkanal seeni poche yéen ay abonné tudde ko